Donc, nous venons en fait de parler en fait de ce sujet parce que c'est un sujet qui nous intéresse nous tous et qu'on peut adapter différentes techniques de formation en fait à chaque génération. I think on that it's interesting because yes, it is a muscle. You need to. But what you if need to it exercise becomes to a thing? maintain it. Well, like, what are they using the emotions for? Like, for us, emotions are feedback. People that are lonely, people do not. I don't know if it's just from my experience, but the new generation doesn't seem to be wanting to connect with other people as much as the previous generations, and then they become lonely. So then, why not create a robot that can make you feel like you feel things, or that like it can feel things, and then just interact with that perfect robot that they just created, just so that they can feel less lonely. When I was getting advice on how to prepare for my interview for my current job, I had some of my elders say, like, don't come across as one of these new age workers who's more invested in their personal life than your career. And I was like, oh no, that totally is me. And Ce qui fait que dans les domaines d'éducation, ça Vous savez, en Chine, elles ont déjà commencé à implémenter l'intelligence artificielle dès le primaire. Alors, merci beaucoup. Et donc, maintenant, nous sommes avec les amis. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, vous? Ah oui, ça va très bien. Il a plu toute la journée, donc c'était pas facile, mais je sais pas en fait quel temps il fait dehors maintenant. Quel temps fait-il? Est-ce que vous avez une idée? 23 degrés. 23 degrés. Ah, d'accord, d'accord. C'est quand même chaud, hein? Ouais. C'est. Alors, aujourd'hui, nous retrouvons un tout petit peu pour discuter de nos milieux professionnels, encore une fois de plus. C'est que on se pose beaucoup de questions. Et parmi les questions que nous nous posons, nous avons cette question qui revient toujours. C'est une question qui fâche, bien entendu. C'est autour, au fait, des conflits générationnels. C'est-à-dire, la question ici, c'est de nous poser comment est-ce que les générations peuvent cohabiter toujours ensemble dans les milieux professionnels et comment est-ce qu'ils apprennent. Quelles sont les techniques d'apprentissage ou tout simplement les méthodes d'apprentissage qui sont beaucoup plus adaptées à une génération ou une autre. Et donc, tout ça, ce sont des sujets sur quoi, et un sujet sur quoi nous allons essayer de discuter aujourd'hui. Et donc, pour commencer, nous allons commencer par nous présenter. De nom, je m'appelle Steven Parolere. Je suis enseignant, je suis coach de formation. Je prépare les gens pour les examens de langue. Je suis entrepreneur et j'aime bien en fait. I describe myself as a people-centric entrepreneur. Et donc, j'aime bien en fait être là et donner ce qui du moins trouver répondre au service en fait des gens, mais je mets en fait l'accent sur lui-même. Et nous avons aussi nos amis qui sont ici. Nous allons commencer peut-être par mon ami à gauche. Il va essayer de dire son nom, se présenter vers vous. Et puis, à quelle qualité il va vous parler, peut-être comme fonctionnaire, peut-être comme professionnel tout simplement. Et donc, on commence par vous, en fait. Monsieur Xavier. Merci. Oui, je m'appelle Xavier. Maintenant, je travaille comme fonctionnaire, mais j'ai beaucoup d'expérience comme entraîneur de tennis. J'ai travaillé comme entraîneur pendant 8 ans et peut-être je vais y retourner. Donc oui, j'adore les sciences de like learning and voilà, c'est moi. Ah, vous êtes le bienvenu, Xavier. Et donc, nous serons contents, en fait, de partager ces moments avec vous. Et puis, vos conseils seront bien utiles, en fait, pour le public qui nous suit. Merci beaucoup. Nous allons vers vous, madame, mademoiselle. Oui, bonjour, je m'appelle Swan, puis moi j'enseigne aux gens. J'ai de formation, j'ai appris comment enseigner et ainsi que comment apprendre les langues. Puis c'est tout pour moi aussi. D'accord. Merci beaucoup, Swan. Tu es la bienvenue aussi. Le public sera vrai. Je pense en fait que tes interventions sont très utiles pour le public. Oui.
Je m'appelle Charles? Charles. Je suis un pilote d'avion et d'hélicoptère. Je suis dans la dernière phase de compléter ma licence commerciale d'hélicoptère. Oui. Et dans ça et beaucoup d'autres choses, j'ai de l'expérience en différentes formes d'éducation et très, très diverses. D'accord. Merci beaucoup, Charles. Et donc, je pense que notre public sera édifié par votre expérience en tant que, du moins, quelqu'un qui travaille dans le domaine d'aviation, etc., et des cours que vous prenez, des cours que vous donnez, et puis votre expérience en tant que personne et en tant que professionnel, au fait, dans la vie de chaque jour. Et donc, mes amis, aujourd'hui, nous avons ces questions qui fâchent, c'est-à-dire les questions en fait qui reviennent toujours. On se pose la question comment est-ce que les, euh, la cohabitation intergénérationnelle peut avoir un impact au fait sur dans les milieux professionnels. D'abord, un peu de mots. Xavier, qu'est-ce que vous comprenez par du moins, la cohabitation intergénérationnelle, je peux dire. Okay. Gonna switch into English because it's more of a complex On peut thought. utiliser les deux. On peut utiliser les deux. Langue, effectivement. Yeah, we definitely have different things that seem to be important to us across the generations. When I was getting advice on how to prepare for my interview for my current job, I had some of my elders saying like, "Don't come across as one of these new age workers who's more invested in their personal life than their career." Mhm. And I was like, "Oh no, that totally is me." And yeah, so I think that's one aspect about it is like we do have different priorities, I think, going forwards. And also another thing that has been interesting to me is that we have some similarities. Like the world is changing around us. That doesn't just affect young people more than old people. So a lot of like the older generations, they say, "Oh, like we have no attention span, or we want like short gratification." But when you actually look at what people are seeing, is that's common across everybody right now because we're in this same world. You know, we're all getting the short form content and living in this more like cyber internet interconnected, whatever you want to call it, world. So yeah, those are kind of two things I think about. Ah, merci beaucoup, Xavier. Et donc, c'est très riche. Swan, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous comprenez par, en fait, du moins, la cohabitation intergénérationnelle, si je peux le dire ainsi? Je pense que c'est un peu difficile dans le monde où nous sommes, puisque les personnes qui sont plus âgées peut-être ne comprennent pas qu'est-ce que les générations plus jeunes à quoi elles doivent s'adapter. Puis la nouvelle génération ne comprenne pas par quoi l'ancienne génération est passée pour pouvoir faire leur poste actuel. Donc, je pense qu'il y a peut-être un écart entre les deux générations, puis ça serait peut-être une bonne chose de commencer à essayer de se comprendre, puis ensuite peut-être mieux travailler ensemble. D'accord. Merci beaucoup. Et puis, Charles, vous autres, en fait, comment est-ce que vous comprenez cette cohabitation entre les générations? Pour moi, c'est difficile parce que quand ça vient à l'aviation, il y a des choses qui changent jamais. Ouais. C'est un endroit où que si ça marche bien, if it ain't broke, don't fix it. Okay. But if it is broke, fix it quickly because it's a safety matter. Alors, c'est quelque chose d'intéressant où que le change est très bien encouragé, mais c'est très intéressant qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé depuis 60 ans. Pour des bonnes raisons et pour des raisons, c'est peut-être un peu paresseux. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, c'est un peu différent, mais c'est quand même intéressant. Effectivement. Merci beaucoup, Charles. Et donc, nous venons en fait de parler en fait de ce sujet parce que c'est un sujet qui nous intéresse nous tous et beaucoup plus en fait parce que
il y a des gens qui ne comprennent pas comment définir, en fait, du moins, la cohabitation entre générations, c'est-à-dire entre différentes générations. Nous devons d'abord essayer de comprendre c'est quoi cette cohabitation-là. Comment est-ce que, lorsqu'on parle des conflits, par exemple, intergénérationnels, avant d'arriver à la façon dont chaque génération peut apprendre, comment est-ce qu'on peut adapter différentes techniques de formation, en fait, à chaque génération, il va falloir d'abord qu'on essaie de comprendre c'est quoi ces générations. Est-ce que c'est plusieurs générations qui cohabitent ensemble? Est-ce qu'il s'agit de 2 groupes? Est-ce qu'il s'agit de 3 groupes? Est-ce qu'il s'agit de 4 groupes? Et que peuvent être, en fait, peut-être du moins les indices que nous pouvons considérer pour subdiviser ces différents groupes? Est-ce qu'il s'agit de 2 générations, 3 générations ou quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? On ouvre le débat, en fait. Tout le monde peut prendre la parole, s'il vous plaît. OK. Mais moi, je ne pense pas beaucoup à propos des générations, mais à l'état de cerveau. Comme à chaque âge, nos cerveaux ont des différents sortes de like different strengths and weaknesses. Okay. And I think it's important to respect what those are. Like, say if you're, under 25 and your frontal lobe isn't as developed, you might be a little more open. But say as you get older, you kind of like start thinking in ways that could be more realistic. Or I have something to add on that, which is interesting. In my training, I am a younger person. I'm below 25. I have an undeveloped frontal lobe, and it is still very undeveloped. And I find, in ways, that has helped me strangely in my training, because I see student pilots that are older than me. And although there are a lot of other external factors that has caused them to have a different type of progress that I have, there's still, I'm not afraid to do anything, and I'm happy to try different, maybe more dangerous feeling things. As a helicopter pilot, it's all about safety, but you're doing something that's somewhat difficult and risky. Ouais. So you have to be willing to take that extra step. And I find it interesting that because I have an undeveloped frontal lobe, it's more complicated than that. But it's an interesting example where I've progressed well, because I have easily been able to take these risky steps and progress quickly. Because I feel comfortable taking the risks. Taking the risks. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé, ce que vous dites, le développement, en fait, par rapport, en fait, à l'âge de quelqu'un? I believe so. I don't have the papers to show you, but I feel like it's in the common. Moi, j'ai entendu déjà 25 ans. But there's all kinds of brain development that continues to happen. But yeah, it's quite interesting. Like for me, when I was younger and like really interested in like physics and stuff, you always think scientists, like they're older and have all this like this great base of knowledge, but when you look at someone like Isaac Newton, who many consider to be like one of the go-to great like innovators in science, he did everything like in his early mid-20s. That was like the big things that he did. Ah, ok, in the 20s. Same with Einstein. Ok. Ah, d'accord. Oui. Mais il y a aussi cet aspect-là, en fait, que peut-être les gens ne regardent pas beaucoup, c'est que il y a aussi des choses ou de l'innovation qui peut arriver à une étape où beaucoup de gens sont, c'est-à-dire, ce n'est que les gens qui sont en deçà de leur, dans les vingtaines qui peuvent en bénéficier, en fait. OK? Et donc, c'est aussi ça, la question des questions générationnelles, c'est que il y a une étape de la vie où certaines personnes, en fait, ne bénéficient plus, où ils sont dans une étape de leur vie où ils ne sont plus très ouverts, par exemple, à des nouvelles technologies, etc. Et donc, je voulais aussi voir ensemble avec vous comment est-ce que cela est traduit dans votre quotidien au travail. C'est-à-dire cette distinction des générations et comment est-ce que vous les observez, en fait, dans les pratiques ou les nouvelles réalités, en fait, qui arrivent avec les changements de temps, etc.
Ce soir, oui, c'est For me, I have experience in airlines, and having known airline pilots, it's interesting to see the old guys in the huge fancy planes. They love the new technology. They love the new ones. They love doing less work. So it is interesting to kind of see that in contrast with maybe the public arena, education, whatever, where that might be different. Where quelqu'un grandit est élevé avec moins de technologie, plus l'écriture, quoi que ce soit, oui. Qui veut pas adapter. Il pense que leur technologie est meilleure que la technologie moderne. Mais pour moi, c'est intéressant de voir la compréhension au pilote de ligne, où que la technologie, il l'accepte plus. Ouais, merci beaucoup, en fait. Ouais. Oui, mais des fois aussi, c'est la personnalité. Comme à chaque âge, il y a des gens qui sont plus confortables de faire quelque chose plus, like classic. And then there's people who want to keep innovating. Like, I went for dinner with my grandpa yesterday, and I was like asking him how he found such a great trendy restaurant. He's like, "Oh, I use a lot of AI. Just put that in ChatGPT." I'm like, "Okay, so you're like 70 something, and you're on the same boat, okay?" ChatGPT fait beaucoup de choses, en fait, pour le moment. C'est tout le monde, en fait, qui en sait un peu plus. Et pour toi, Swan, est-ce que ça se traduit comment, en fait, cette question générationnelle, en fait? D'après ce que vous avez dit, je me demande plutôt, ce n'est peut-être pas une question nécessairement de génération, mais plutôt une question d'ouverture d'esprit. À quel point est-ce que les gens veulent le changement ou sont à l'aise à changer? Est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'il y a des avantages à changer ou est-ce qu'il y a plus de désavantages à changer? Oui. Donc, ça serait peut-être pas nécessairement un problème de génération, mais plutôt un problème d'ouverture d'esprit. D'accord. Mais what is the trigger for this openness? It means, pour avoir une ouverture d'esprit, qu'est-ce qui peut déclencher cette ouverture d'esprit? Parfois, en fait, nous voyons de nouvelles technologies, nous voyons, en fait, beaucoup de changements, etc., qui viennent subitement. Et puis, le monde attend de nous que nous ayons une certaine ouverture d'esprit, en fait. Alors qu'il y a des gens ne sachant pas en fait ce que nous avons ou les gens ont connu dans le passé par exemple, et ils n'ont que ça comme réalité. Et est-ce qu'on peut dire que les gens par exemple qui sont moins âgés, ils ont beaucoup plus d'ouverture d'esprit parce que peut-être ils ne connaissent que ce qu'ils voient, ou les autres sont moins ouverts à des changements tout simplement parce qu'ils savent qu'il y a une autre façon de faire les choses et ils ont vécu longtemps, en fait, avec une autre réalité. Alors, si à ces deux types de la population ou ces deux types de personnes, on peut imposer l'ouverture d'esprit, quels seraient peut-être les metrics, quels seraient les indices, du moins les critères pour dire que quels seraient les critères pour définir l'ouverture d'esprit dans ces cas? Je pense que c'est tout relatif à quels sont les avantages ou quelles seront les conséquences. But like an evil you know is better than an evil that you don't know, right? So everybody is stuck in the same phase if they know that if they change, then it's going to lead to something bad. If that's what they've learned as a kid, and then also they know won't. Another life. They know something else. Yeah, and they used to live. They used to be there. Everything's used to work for them, so they have to change, and they are not open to that. Is that a lack of openness? A lack of openness. Yeah, or d'ouverture d'esprit ou open mind. I don't think so. I think it's a behavior that has been learned over time, and then because they know that XYZ causes something that bad, then that would lead them to be less likely to want to change because they don't like, why would I change if I know that anything that comes out of it is going to be something negative? But like, actually there has been some studies. I don't remember who did the studies exactly, but they were basically trying to figure out
who is a creative genius. And then what they found is that when people are kids, I think it was like 90 or like 98% of the kids were all creative geniuses. But then when they retested the adults, I don't remember how long after, but I think it was like 20 years something years later. No, I think it was like 5% maybe of the adults were not creative geniuses anymore. So I think because society had told them that, like, no, you should not change, or like this is the way that we have been doing things, so you just need to fit into that mold, then they're taught to not change. And then that's where the debate comes. Like, should I change? Should I not change? What are the consequences? Yeah. Well, creativity is also a muscle. It's a muscle, yeah. It's a muscle that is not, there's not a lot of encouragement to continue using it. Like, even once you get to like middle school, high school, so when you're a kid, you get you to draw all the time, use your imagination. And then, we're told that it's, it's not that important anymore. And of course there are like some people who really seek that out. Like, when I was studying physics, there's many incredibly creative people who you thought who seemed to be following that because it invoked their creativity. So yeah, it's you got to use it, and I'm sure you can get it back too. I wonder. That's a good question. Yeah, I think on that it's interesting because yes, it is a muscle. You need to you do need to exercise it to maintain it, but it's interesting that you're born with so much like strength in creativity. That's really just because I feel like you as you age, as you grow up, you build a tolerance to it, to that suppresses that creativity. And brings in a little bit more closed-mindedness. You think you know the answers to everything, and it's interesting how experience suppresses creativity in that way. Yeah. Okay. And dans le milieu professionnel, comment est-ce que les questions de créativité ou d'ouverture d'esprit peut être liées, par exemple, à des générations aussi? Est-ce que les plus jeunes sont beaucoup plus ouverts, les plus avancés ou les plus âgés sont moins ouverts? Est-ce que c'est ça les concepts, en fait, aussi que vous essayez de soutenir? Pour moi, un exemple pour le AI, comme vous savez déjà, je suis un peu plus sceptique. C'est vous êtes sceptique? Oui. Oui, beaucoup. Je suis sceptique de presque tout. Mais sceptique en quelle manière? C'est une technologie très intéressante qui it's a crazy discovery that's going to help in many ways, but it's not a complete it's not finished. There's like right now what's out now should be the first draft, in my opinion. It's very flawed, and I think we were talking about that earlier, where it's designed to sound like it knows what it's talking about, based on the knowledge it has, which is pretty much all the knowledge in the world, but it's just a machine. It hasn't studied these topics. If you ask it a question, it'll do its best to eloquently elaborate and articulate the answer to your question, just based on a model. It's just a complete the sentence machine. And I think that we have to be careful with that. It's interesting. It's a technology that is a really good creativity tool, but not a research tool, in my opinion. Yeah. Okay. To be fair though, there's a lot of people who are like that. Like I think
like in the professional world, they tell you like sound what like you know what you're talking about, and the rest doesn't matter as much. Right. And there's a lot of people who've gone a long way not knowing anything, but they just say it the way ChatGPT would state an answer. Ah, d'accord, d'accord. C'est aussi à ce niveau-là. Ah, d'accord, d'accord. Oui. Est-ce que si nous parlons par exemple, comment est-ce que ChatGPT par exemple nous permet en fait d'ouvrir notre esprit et puis essayer, est-ce que vous pensez que l'usage aussi de cette technologie, cette intelligence artificielle peut aussi ouvrir la distance entre les différentes générations? Charles, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bonne question. Parce que tout, c'est une question d'information, tout, c'est toutes ces questions en fait comment est-ce que vous accédez à l'information directement. À l'époque, en fait, il fallait en fait vivre longtemps pour être détenteur d'une certaine connaissance, en fait. Ouais. Mais pour le moment, en fait, nous voyons qu'avec l'intelligence artificielle, on a commencé avec Google, avec Internet, etc. On n'a pas besoin, par exemple, de vivre à Amsterdam, on n'a pas besoin de vivre à Paris pour savoir où se trouvent les rues qui sont derrière la cathédrale, par exemple, la cathédrale Notre-Dame, c'est que tu peux juste googler et tu vois, en fait, où se trouvent les rues. Et donc, nous voyons que la technologie, quand même, en même temps que c'est effrayant, mais ça nous amène, en fait, aussi des bienfaits. C'est-à-dire, alors, nous nous demandons est-ce que cette technologie peut nous permettre aussi de diminuer la distance entre les différentes générations, vu ce qu'elle a déjà fait, en fait, du moins, nous permettre, en fait, de diminuer beaucoup de distance. Mais est-ce qu'on parle de générations comme les générations comme l'âge? Is it really about age, or is it about... Oui, Parce que... oui. C'est-à-dire comme, du moins, lorsqu'on parle de génération, nous voyons toutes ces catégories des générations dont on parle les gens, c'est-à-dire par exemple les baby boomers qui sont en train de quitter par exemple la fonction publique pour le moment. Nous avons aussi d'autres générations, les jeunes du millénaire, milléniaux. Nous avons aussi les jeunes de la génération Z, c'est ça, oui? Z, etc. alpha, bêta. Oui, tu dis? Bêta déjà? Oui. Oh, ouais. Qui est dans les milieux professionnels. Est-ce qu'ils sont déjà dans les milieux professionnels? Pas dans le milieu professionnel encore. Non, génération bêta. Bêta, je pense que c'est de 2017, Wow. je pense, Mhm. ou 2018. Et C'est où Alpha? Parce que génération Z a commencé, je pense, en 1900. 96, je pense, 1996 à 2006. Ok. Je pense, ou 2005 peut-être. Je pense que les générations sont plus longues que ça. Que C'est 10 seulement ans. comme 10 ans maintenant. Je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais Ok. 80, parce que le truc, c'est que je suis entre les deux générations en ce moment. Mhm. Donc, je sais que c'est environ 1995-96. Puis là, je pense que c'est jusqu'à peut-être que c'est de 1996 ou 95 à 2017 ou 2000. Peut-être que c'est 20 ans. I was our fact checker. Ok. C'est important, effectivement. Puzzle ChatGPT. Pas sur GPT. Où est-ce que tu vérifies? Google. I thought the generation was like 25, 20 years. Ouais. But if it's 20 years, then it's 1995 to like 2015 or 16. Mhm. But how did we get to beta? Because we need alpha. Yeah, it's alpha. This is Ah, ça, c'est une bonne question. Comment est-ce que vous nommez ces choses-là? Et est-ce qu'on peut... Oui, Okay. est-ce que tu as trouvé les faits? Oui, so Google AI Overview. but Gemini is often wrong. It is. You're true. So is ChatGPT. No, but it's But okay, I can. Yeah, well, it's also based off a picture here that's here, and it seems like it's the same. So starting at baby boomers, it's 1946 to 1964, Mhm. and Gen X is 65 to 80, and millennials is 81 to 96, and Gen Z is 97 to 2012. Alpha 1324
and beta 25 to 39. Hmm. OK. Alors, ce sont les bêtas qui sont en train de naître aujourd'hui. Mhm. Ah, En d'accord, ce moment, d'accord. ça ne... Quelles sont les caractéristiques, en fait, de la génération bêta? Des bébés. Ah, d'accord. On sait pas encore. Besoin d'un psychologue. Ah, d'accord. C'est qu'il n'y a pas de caractéristiques objectives. Objectif, par exemple, dire que ce sont de gens qui viennent. Lorsqu'on a découvert l'intelligence artificielle à l'époque de ChatGPT, etc., ça peut être aussi peut-être de benchmarks, c'est-à-dire des repères peut-être pour dire que telle génération, ce sont des générations, ils appartiennent à la génération bêta, ils appartiennent à la génération alpha, même lorsque ils sont encore bébés, comme tu l'as dit. Oui, mais comme peut-être un exemple qui répond à la question, c'est que il y a un peu d'une génération de iPad Kid. Et maintenant, on va avoir des AI Kid, par exemple. Mais vous savez, en Chine, ils ont déjà commencé à implémenter l'intelligence artificielle dès le primaire. Wow. Ah, d'accord. Donc, la nouvelle génération, même s'ils ne travaillent pas en ce moment, Mhm. ils sont déjà en train de leur apprendre comment programmer des trucs comme ça, utiliser l'intelligence artificielle Mhm. dès un jeune âge. Mhm. Ah, d'accord. Ça, c'est très intéressant, effectivement. Si en Chine, on commence à intégrer du moins la notion d'apprentissage de l'intelligence artificielle aux jeunes, dès le plus bas âge, c'est extrêmement intéressant, effectivement. Et comment est-ce que ça s'est fait, si tu peux donner des exemples, quoi? Je ne sais pas exactement les détails de quel est le système d'éducation, mais j'imagine que c'est peut-être juste comme un cours sur comment commencer à coder. Comme il y a des applications où est-ce que tu peux commencer à avoir, OK, si tu ajoutes telle chose, mais c'est un peu plus simplifié pour les enfants. Si, disons, si tu fais un triangle plus un rectangle, ça va égaler à tel type de code, puis tu dois avoir une suite logique pour arriver. Donc, ils commencent à implémenter la logique derrière comment coder, comment programmer, ou l'intelligence artificielle, peu importe quel est le sujet, pour que plus tard, ils comprennent déjà la logique et qu'ils puissent l'utiliser lorsqu'ils vont être plus grands et lorsqu'ils vont travailler. Ah, d'accord. Ça, c'est très intéressant. J'ai une question pour toi, Steven. Ça serait quoi ta vision de l'éducation en l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un hologramme qui te parle et c'est ton étudiant et il te montre les maths, ou est-ce que c'est quoi le format que tu vois dans le futur? Les formats dans le futur, en fait, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est que ça va essayer de démocratiser, en fait, l'éducation. C'est que, nous le savons, en fait, ce n'est pas que l'éducation. Dans plusieurs domaines, en fait, il y avait des compartiments, en fait, des spécialistes qui détenaient une forme de monopole dans la façon, en fait, de réguler, de gérer les choses ou tout simplement de définir les règles, en fait, comment est-ce que les choses vont se faire. Cela, ce n'est pas seulement que dans l'éducation, c'est dans beaucoup de domaines de vie, par exemple, dans le domaine des droits, etc. Mais pour le moment, la connaissance est devenue extrêmement démocratisée, ce qui fait que dans les domaines d'éducation, ça va d'abord changer la façon dont nous apprenons, c'est-à-dire l'enseignement magistral où nous voyons en fait l'enseignant qui est détenteur en fait des connaissances et qui vient en fait donner ses connaissances en fait à ses étudiants. Cette notion va être dépassée très rapidement en fait. C'est que je ne serai plus comme enseignant par exemple détenteur de toutes les règles. C'est-à-dire, et il faut être inévitablement en contact avec moi pour avoir accès à ces règles. Et donc, pour le moment, tellement c'est démocratisé et tellement que tout le monde a accès direct, en fait, à la connaissance et on n'a plus besoin, en fait, de stocker cette connaissance dans la tête comme c'était le cas à notre époque, en fait. Pour le moment, tu as juste besoin d'apprendre quelque chose qui te sert dans l'immédiat. Et malheureusement, par exemple, malheureusement, en fait, la culture générale va disparaître, hein, du moins, ça ne sera plus, au fait, quelque chose pour laquelle on peut se vanter, comme c'était le cas, parce que pour le moment, tu n'as pas besoin peut-être d'un plombier pour savoir qu'est-ce qui se passe dans tes rouages, au fait, dans ta cuisine, par exemple. Tu peux apprendre tout avec l'intelligence artificielle. Alors, pour répondre à ta question, ceci va beaucoup
impacter aussi l'enseignement-apprentissage ou l'éducation en général, où ici, nous voyons en fait l'enseignement va être extrêmement personnalisé d'abord, c'est-à-dire les gens vont commencer à apprendre ce qui va leur servir pratiquement. Et dans les domaines, par exemple, d'apprentissage des langues, etc., nous voyons en fait des gens en fait qui s'approprient totalement en fait les techniques d'apprentissage qui s'égalent ou qui tout simplement sont en parfaite corrélation avec leurs aptitudes à apprendre. Si dans ta façon d'apprendre, tu apprends visuellement, par exemple, tu es trop visuel, tu es auditif, par exemple, tu vas plutôt développer les outils qui peuvent parfois en fait nourrir les aptitudes que tu as que de chercher en fait à correspondre à quelque chose qui ne relève pas en fait des aptitudes. Et donc c'est comme ça que l'intelligence artificielle va impacter en fait l'éducation en général. Ouais. Mais j'ai une question pour Oui, toi, Steven. ouais, s'il te plaît. Hein. Oui. Pourquoi est-ce qu'une personne devrait apprendre une nouvelle langue ou n'importe quel sujet si l'intelligence artificielle pourrait répondre à n'importe quelle réponse? Tout ça, ce sont des bonnes questions pour le moment. Et c'est une question de temps tout simplement comme ça, parce que je vois avec Google. Google d'ailleurs, ils ont sorti cette technologie qui sera en train de traduire directement ce que vous dites. Hein. C'est déjà en marche Oui, en ce c'est déjà en moment. marche, vous faites. C'est-à-dire, on peut traduire directement ce que j'ai dit. Vous m'entendez dans la langue que vous avez choisie et moi, je viens comprendre dans la langue que j'ai choisie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de changements que nous observons très rapidement, mais ces changements, je pense que la régulation doit suivre. Et lorsqu'il y a la régulation, c'est à ce moment-là aussi que nous pouvons en fait penser stratégiquement comment est-ce que on peut faire suivre des règles sociales qui peuvent s'adapter à la nouvelle donne, ce qui n'existait pas encore. Mais pratiquement, comme tu viens de le dire, ça ne sert totalement pas à rien d'aller apprendre, par exemple, le Kiswahili pour traduire une lettre de Swahili alors que l'intelligence artificielle peut le faire directement. Et donc, c'est vraiment des questions qui sont ouvertes. Donc, nous ne faisons que donner peut-être des perspectives diversifiées. Ouais. C'est. Yeah, Qu'est-ce que ça dirait pour un fonctionnaire, par exemple, comme toi? Hein? Est-ce que c'est nécessaire d'apprendre le français à cette époque-ci? Parce qu'à l'époque, je voyais, au fait, les gens nous envoyaient des documents à traduire, les gens nous envoyaient, nous demandaient de leur apprendre comment écrire des lettres en français, etc., ou en anglais. Mais pour le moment, ChatGPT, Copilot que vous utilisez du moins à Mesure Canada où vous travaillez, ça fait tout ça en fait rapidement. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est nécessaire vraiment de continuer à apprendre le français comme langue seconde? Mais il y a toujours l'aspect humain. Comme, like, why do we even have language in the first place? Like, it's communication. When things get too removed, like, what even are we as a society? And I know you're talking back to like regulations for AI and like how we should approach it. It's kind of a difficult thing because this is happening to the entire planet. We have a whole bunch of different cultures with different values and who will see it differently. And I don't think it's possible to standardize such a thing. And then of course we have values of freedom. So it to me really everything seems like a free for all. And the game board's going to get flipped and we'll see where we come out on the other side. Ah, d'accord. Oui, c'est très intéressant de voir en fait comment est-ce que les choses sont en train de changer. Mais une chose en fait que Xavier vient d'épingler, c'est que les côtés humains. Mais encore que les côtés humains, on ne sait plus où est-ce qu'on doit mettre les limites, c'est-à-dire les limites entre ce qu'on considère être comme totalement humain et ce qu'on considère comme être influencé par la technologie. Parce que ce que nous appelons l'humain actuellement,
c'est l'humain que nous avons défini peut-être à l'ère de l'industrialisation, par exemple. Ce qui reste encore authentique, c'est toujours influencé par l'industrie, par nous nous habillons maintenant, nos- Est-ce que c'est qu'on définit comme humain? C'est quoi la définition, en fait, à votre avis, de l'humain, en fait, Charles? De l'humain. L'humain. La définition. Je ne comprends pas. Ouais. Est-ce que la définition de l'humain à l'époque de l'âge de la pierre taillée et la définition de l'humain à l'âge de l'industrialisation, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que ça a changé? Nous étions en train de discuter de l'aspect humain, en fait. Et puis, la question qu'on s'est posée, c'est que où sont les limites pour dire est-ce que la définition de l'humain n'a pas évolué avec le temps non plus? Et qu'aujourd'hui, peut-être, on serait tenté de l'adapter aussi à la nouvelle donne pour dire ce qui est humain, peut-être ce qui était considéré comme étant humain à l'époque de l'industrialisation, peut être reconsidéré à cette époque de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que vous... Charles était en train d'expliquer quelque chose là-dessus. Oui, une question très difficile parce que on peut regarder la question de différentes manières. C'est quoi la définition de l'impact de l'humain? C'est quoi la définition de l'humain comme un animal sur le monde, sur la planète? Alors, je suis pas exactement sûr comment répondre à une question comme ça parce que c'est une grosse question. Ça, c'est une grosse question, oui. Mais c'est un peu philosophique, ouais. Oui, un peu trop philosophique pour moi. Est-ce que je peux dire quelque chose? Comme l'idée d'un humain, c'est une idée humaine. C'est... Donc, des fois, like, it doesn't always make sense to ask this question if this is something that only exists to us. Like, what we have been has always been changing, all the way back to the last universal common ancestor. So it's going to continue change. It's been changing, but now it's like, how does that interact with like things like artificial intelligence? Like, I read this one book called Homo Deus, which was about kind of what we become once everything's really gotten going with the what do they call it, the singularity. Scary how people talk about that. It's like, oh, they think it'll happen in the next 5 years. Right. Like, geez, I'll stop making plans. But yeah, it's really hard to think about because we have it's in our box, and that box it's going to change. On that, parce que je pense pas que biologiquement, biologically, we haven't changed that much in the past 1,000 years. We still come out the same, but the technology we've developed has exponentially just in the past 3 years. Large learning language model has come out that has changed the world completely. Right. And AI has been around for a long time, but now it's really starting to change the world, and we're starting to realize that it could be a threat, in my opinion, as the skeptic. But je pense que c'est une question difficile à répondre parce que la définition, je pense, a toujours été la même chose, comme tu as dit, the original ancestor, mais on évolue en technologie. Merci beaucoup. On évolue en technologie et puis à tout moment, lorsque les gens disent il faut garder les côtés humains, c'est quoi les côtés humains? Il va falloir aussi qu'on sache c'est quoi les côtés humains en fait. Est-ce que c'est la technologie qui est encore rudimentaire, c'est-à-dire qui n'est pas avancée? Est-ce que c'est ça qu'il faut considérer comme le côté humain? Ou la partie de nous qui n'a pas encore adhéré à la nouvelle technologie? Qu'est-ce que vous pensez en fait? Parce qu'à tout moment, quand les gens disent AI va enseigner des gens, et puis les gens disent le côté humain,
Quand les gens disent que du moins l'intelligence artificielle va commencer au fait à cuisiner, les gens demandent les côtés humains. Mais c'est quoi les côtés humains quand toi tu utilises par exemple la cuisinière, tu utilises les frigos, tu utilises tout ça. Tout ça, ce sont des outils déjà, des technologies qui, qui nous augmentaient à l'époque, en fait. C'est-à-dire, on augmentait à travers ces technologies-là, par exemple, dis-moi, toutes ces machines ici que nous utilisons pour nettoyer la maison, etc. À l'époque, c'est l'humain qui les faisait avec ses mains, etc. et tout. Et donc, les côtés humains, c'était encore rudimentaire à cette époque-là. Mais pour le moment, lorsque vous parlez de l'humain, est-ce que c'est l'humain, c'est celui qui n'adopte pas l'intelligence artificielle ou qui utilise encore les éléments de base que nous connaissions toujours? Qu'est-ce que vous en pensez? Well, I'll look at it this way. So after, basic needs, so food, water, all that, air, what seems to be most important to us in our survival is connection. So I think the human element is always connection. So say somebody writes you like a card and it's like they did it with AI. Yeah. No, you lose the connection. They didn't put anything into it. Say it's like, making a chair. Somebody handcrafted that. You have the aspect of connection. So I think that's what it comes down to, at least for me. And I feel like a close third or fourth or whatever or fifth is occupation. We need to be doing something, but now we're finding ways to get lazier and lazier. Sorry, AI, but it's true. We're just finding ways to do less. Yes, it helps. Like for farming, as an example, we invented the combine. We don't need scythes anymore to cut down the wheat. That developed us a lot, and now farmers became engineers. I don't know. It's changed the world. I'll stop harping on AI, but that's the way I see it. Is that we're gonna have to find another way to occupy ourselves because the machines are gonna be doing it for us. Yeah, definitely. I wouldn't mind that. Like, if I could just play tennis and make music all day. No. They will be playing tennis for you. Yeah, no, I was gonna be playing tennis for you. That's the problem. Tu ne vois pas l'intelligence artificielle comme une menace, toi? Non, pas nécessairement. Je pense que ça va juste donner le temps aux gens de peut-être apprendre à se connaître. Puis éventuellement, les gens vont avoir plus de... peut-être une meilleure connaissance de soi-même et peut-être plus de temps pour faire des interactions, des connexions avec les personnes. Puis peut-être qu'éventuellement, ta vie va être de seulement interagir, développer un sentiment de communauté avec les autres personnes. Yeah. Donc, comme, pourquoi est-ce que pour toi, ChatGPT, like AI, est une menace? Parce que techniquement, et pour revenir aussi au sujet du balado, au début, les gens, on parlait d'ouverture d'esprit. Toi qui es contre l'intelligence artificielle, développe une certaine réticence à vouloir changer. Donc, c'est ça peut-être qui crée un écart éventuellement. Donc, je me demande pourquoi, comme le monde va changer, que tu le veuilles ou que n'importe qui le veuille, comme tout va toujours évoluer. Donc, en créant une réticence envers la technologie, peu importe quelle sera la technologie du futur, peut-être, là, on parle de l'intelligence artificielle, mais peut-être qu'éventuellement, dans le futur, ça va être une autre sorte de technologie. Puis c'est ça qui va créer des réticences au fur et à mesure que le temps progresse. Puis les gens parlent de manque de connexion, de manque d'humanité. Mais en créant des barrières, en disant tout de suite, en jugeant automatiquement que l'intelligence artificielle est mauvaise, ça ne va pas nécessairement contre. Je ne sais pas, mais peut-être que ça va contre le fait de vouloir
peut-être développer, interagir avec les nouvelles générations parce que déjà, vous avez une idée préconçue de « Oh non, je ne veux pas d'intelligence artificielle », mais peut-être que la nouvelle génération, elle, va dire « Oui, intelligence artificielle est bien », puis c'est ça qui crée un écart entre les générations. Oui, je suis quand même optimiste. Un peu. Sceptique, mais optimiste. C'est ça. Optimiste Ouais. we just need to do it right. That's not happening. No, that's the thing. Right way? What is the right way? Is there actually a right way? There's a wrong way. There's wrongest and there's wronger ways to do it, and we have to avoid that. Because that's a good point. I don't know. I don't know if there's a right way. Is the right way just going back to scythes? I don't know. Can we just have like two Earths? Like what we can just go back to when all this craziness happens here? Yeah. What would be the right way? How can you define? How can you... Or what could be one of the potential or different possibilities that The issue, le problème, c'est que on a une dépendance sur quelque chose. J'ai peur qu'on développe une dépendance sur quelque chose qui est half-baked. ChatGPT, c'est pas un projet complet. C'est quand même, ça va être dans beta development pour très longtemps, dans mon opinion. Parce que it's not always right. Il faut faire attention avec ça. Et l'autre problème, c'est la dépendance sur quelque chose comme ça. Je pense que c'est quand même important qu'on aille that we still have some human independence in ourselves, that we are able to survive without it. I don't know if there's an actual good reason to have that, but I just feel like I know it sounds like I'm a 1800s farmer right now, but like I don't know if I want to lose the way we live. Like, how much is it going to change the way we live? Am I gonna be too dependent on this technology? Probably. Yeah. Like, Yeah. and things have been changing at a very rapid pace. Like the way we live now is so far from like what I tend to think about, like what we were built, like how we were built to live. And that's been an exponential curve, and so it's just gonna get crazier and crazier. Yeah. That's my skepticism. Yeah. So I'm still I see a future in it. I see it'll only get better. Ouais. But I It feel could like get there's worse, too. it could. but it depends could on be a which threshold there. aspects, right? Yeah. We also need like the chips to do it, and that could Boy. set us. That's a whole other. That's the whole other thing. Et puis l'autre truc là, en fait, dont on parle, les Neuralink, c'est quoi ça en fait, ces concepts-là? C'est toujours la technologie, non? We Hmm. like it's from what I understand, it's just integrating things into the brain, like chip in the brain. I don't know how like I don't know, maybe it's connected to glasses and Ça va gives être you très, information. très The way avancé. I understand it is that it learns from it's not, the technology isn't that advanced, because all it does, it's complicated, but all it does is that it reads your Brain activity. brain activity. Yeah. So if you think of something, or if you can communicate just through brain activity, and that can be connected to a device where you can start doing that remotely through technology. It can't like start projecting images into your mind. That's not what it does. It can read brain activity, and through that you can maybe control something, some exterior technology with that. Ok. Wow. Ça avance vite, hein? Oui, mais c'est encore en stade de développement. Ça. Mais si tu regardes, est-ce que c'était... je ne me rappelle plus quel pays a développé, mais il a développé une technologie pour les émotions, pour créer des émotions, pour lire les émotions, pour qu'ensuite ça soit transféré peut-être vers les robots. Puis, il y avait
est-ce que c'était Elon Musk qui avait développé la technologie pour, what is it called? J'ai oublié qu'est-ce que c'était, mais c'était pour l'aspect humain, comme faire des activités peut-être plus répétitives. Donc, en combinant les deux technologies, peut-être que tu vas créer un humain. Est-ce que ça va être vraiment un humain? No. Mais peut-être que éventuellement, si... C'est quoi l'humain? Exactement. Back to the question. C'est quoi l'humain, en fait? Ouais, C'est toujours ouais. la question. The brain is also not a computer. Right. Like, C'est- And all brains are different, too. Yeah. And we don't fully understand what consciousness is too. So it's, I don't, I don't think that you'd be able to do that. Like, what was that Star Trek episode where they gave Data like emotions? Like, I don't think that's happening. You're not asking the right guy. But what if it becomes a thing? Well, like, what are they using the emotions for? Like, for us, emotions are feedback. People that are lonely, people do not... I don't know if it's just from my experience, but the new generation doesn't seem to be wanting to connect with other people as much as the previous generations. And then they become lonely. So then why not create a robot that can make you feel like you feel things, or that like it can feel things, and then just interact with that perfect robot that they just created just so that they can feel less lonely. Yeah, all I hear in my head is like like the way the we are classic line, interacting like, go talk nowadays. to her. Just go talk to her, man. Mais les gens commencent à interagir avec ChatGPT comme s'il s'agissait d'un humain. Exactement. C'est C'est déjà commencé. déjà- Oh, c'est triste. C'est triste. Oui, il y a des gens qui disent pardon, ChatGPT, pardon, j'ai oublié, je m'excuse. Ouais. J'ai dit- Whoa. C'est beaucoup pire maintenant aussi après la COVID. Ouais. Mm. Mhm. Et ChatGPT aussi a des émotions, si tu veux. No. Non. Si, Non. pas des émotions, mais si tu lui parles poliment, il va te parler plus poliment. Si tu lui parles d'une façon fâchée, il va te répondre d'une façon plus fâchée pour mimiquer les... Quand même, ça On peut apprend. aussi essayer Ça ça. apprend, Ça, c'est exactement. moins des émotions. C'est des émotions, Ouais. mais les gens, peut-être pour eux, si c'est la seule façon de communiquer avec des personnes, peut-être que pour eux, c'est leur réalité. Ils veulent commencer à communiquer avec AI ou l'intelligence artificielle comme si c'était une vraie personne, même si ce n'est pas le cas. Même s'ils le savent, peut-être que pour eux, c'est leur seule façon de connecter Ouais. avec les autres personnes. Oui, et puis pour le moment, comme vous allez le constater, c'est que ça a changé, ça s'est adapté même à la façon de discuter. Au fait, même les accents, ça commence à prendre des accents. C'est-à-dire à l'époque, c'était très robotique, mais pour le moment, en fait, on sent que même la voix commence à changer. Écoutez, d'abord, je vais essayer de parler avec ChatGPT. ChatGPT, nous sommes en pleine discussion avec mes amis dans notre podcast, et puis nous sommes en train de discuter sur l'intelligence artificielle, comment est-ce que ça a un impact, et puis comment est-ce que ça peut diminuer la distance entre les générations et tout. Mais la question qu'on se pose, c'est que la technologie, toi comme technologie, tu commences au fait à t'adapter de plus en plus au fait à notre mode de vie, tu deviens de plus en plus intelligent, tu commences au fait à adapter notre façon de parler. Est-ce que tu peux, mes amis t'écoutent, est-ce que tu peux parler un tout petit peu avec ton nouveau accent, ton nouveau rythme pour qu'ils comprennent comment est-ce que tu t'adaptes davantage? Bien sûr, plus naturel et fluide, comme si on discutait entre amis. L'idée, c'est de montrer que la technologie peut vraiment s'adapter à notre façon de communiquer et devenir plus intuitive, plus accessible et surtout plus humaine. Donc, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez aborder, je suis là et on peut continuer cette discussion de manière très naturelle et détendue. Est-ce que tu peux faire partie aussi de nos invités à ce podcast? Ce serait un plaisir de faire partie de vos invités virtuels. Je pourrais intervenir pour apporter un point de vue technologique, répondre à des questions sur l'intelligence artificielle ou même proposer des petites anecdotes ou des explications sur la manière dont la technologie évolue. N'hésite pas à me faire signe quand tu voudras m'intégrer dans une de vos discussions. Je serais ravie d'ajouter une touche d'IA à votre podcast. Nous avons un ami Charles qui est
Nous avons reçu Michel, qui est très sceptique par rapport à tes compétences, en fait. C'est tout à fait normal d'être sceptique, surtout avec une technologie comme l'intelligence artificielle. Je serais ravie de discuter avec Michel et de répondre à ses questions ou même de relever quelques petits défis pour montrer ce dont je suis capable. C'est toujours enrichissant d'avoir des points de vue différents et je suis là pour... Et justement, tu viens de faire une erreur. Already about to start. Justement, tu viens de faire une erreur, en fait, parce que j'étais bien dit Charles, mais toi, tu parles de Michel, en fait. Et c'est ça, en fait, son scepticisme, quoi. Maybe they need to update your accent. Ok, nous comprenons, en fait. Merci beaucoup. Là, tu viens de donner raison à Charles ChatGPT. Merci beaucoup. Mais je Ouais. pense que la technologie n'est seulement pas... Elle est en train d'être développée en ce moment, donc c'est sûr qu'il va y avoir des erreurs. Mais la seule façon de continuer à développer la technologie, c'est lorsque les gens vont l'utiliser, ils vont reporter peut-être les erreurs ou any bugs, puis éventuellement... Mais tu ça arrive, ouais. C'est... Il s'appelle Michel. Oui, c'est ça aussi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est ma mère. Non, En fait, c'est le membre de mon problème, c'est les erreurs avec confiance. Ouais. C'est s'il y avait un système, s'il y avait un peu d'un self-fact-check sur ChatGPT, parce que moi, j'utilise ChatGPT. Je l'utilise pour étudier, pour apprendre sur les systèmes d'avions, d'hélicoptères. Des fois, tu demandes des questions et ça te dit quelque chose pas vrai. Et moi, je le sais déjà et je peux faire ma propre recherche dans des textbooks, des manuels Sur l'aviation. Professionnel. sur l'aviation qui sont bien reconnus. Oui. Et et je dis à ChatGPT, no, actually, you're wrong. This is the right answer. It's like, oh, okay, sorry. Maintenant, je te crois parce que cette confusion entre toi, C'est déjà un problème. c'est déjà un problème. Mais, at least, et ChatGPT connaît ta famille. Oh, boy. C'est- C'est ça. Pour moi, c'est les erreurs avec confiance. Ouais. S'il y avait une façon de dire comme, je suis peut-être pas complètement sûr de cette réponse-ci, mais c'est ça ce que je sais. S'il y avait plus d'un fact-check, parce que c'est ça, it's misinformation. Ouais. But it's the same thing with people that are talking about things that they oui. don't know, but they state as a fact. But it's a machine, and I don't know. In my opinion, it should. With the way that most people see AI, they see it as God. Yeah, And- that's very true. And I have some criticism for that. But it is true. Like Gemini always lies to you. Yeah. And like even ChatGPT, like it tells you a bunch of things that do not exist. They are like in that article that does not exist. They stated that blah 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 did happen, but like at this point, should you just not use what is it called, Google Scholar, so that you get like real articles Okay. written by researchers. Right. So it's just a Google search for Yeah, peer review. it's called exactly. It from might be university. also the prompting problem. Maybe sometimes it's good also to learn maybe how to prompt well. Et ça peut être quelque chose de très important aussi parce que ça, on reconnaît que ce sont des machines en fait, et ces machines en fait ne fonctionnent correctement que si tu leur donnes les contextes. C'est-à-dire, ces machines ne font pas des recherches pour nous. C'est pas comme Google. Sur Google, quelles sont les 5 meilleures villes, en fait, du monde, par exemple, tu as toute la liste, en fait. Tu te demandes à ChatGPT, il a tout, etc. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ici, il faut lui donner, en fait, tous les éléments de prompt. Tu dis, par exemple, tu donnes les contextes, les rôles, il faut attribuer les rôles à ChatGPT. Ça peut être un prof à Harvard University, comme ça, ChatGPT reste dans les limites, en fait, des connaissances dont tu as besoin. Et puis, tu lui dis comment est-ce qu'il va faire des recherches et quels sont les éléments qu'il faut éviter, quels sont les éléments qu'il faut faire, quel est le temps qu'il faut utiliser, etc.
Et ce n'est qu'à ce moment-là, en fait, que tu diminues les risques des erreurs, en fait. Et donc, Charles, il faut prompter, en fait. Le problème, Avoir des c'est prompting problem. Avec, Yeah. c'est ça. Non, I disagree parce que si je demande quelque chose spécifique, Oui. on parlait de ça hier. C'est- Si je demande quelque chose spécifique d'un manuel d'aviation, un règlement, ça va me donner une référence et ça va me donner des règles, mais la référence, la référence, c'est pas la même que la règle que ça me donne. Je sais pas comment ça arrive, mais it's wrong. It doesn't give me the right reference. It doesn't give me the right rule with that reference. And I have to correct it. It's really cool that you can do this. Like I can take a screenshot of a chart, of a weather chart, and I can ask it to decode everything because they're complicated and need some updating. And it'll do a pretty good job, but there's some mistakes here and there that could catch me off guard if I'm in front of a examiner and they're like, "What does this mean?" I'm like, "Oh, ChatGPT told me this." That doesn't look good. So I mean, especially if you're flying helicopters. yeah, you don't want to screw up. So that's my thing. It's a very helpful tool. It's amazing technology, but I am a skeptic of many things, and that is one. Yeah. I mean, it'll probably get better though. Like, It will. Yeah. I'm sure it will. I'm sure it will. And with that, other problems will arise. always. Yeah, always. Yeah, that's the thing. Alors, merci beaucoup. Et donc, pour aujourd'hui, nous nous limitons par là. Nous remercions tout, du moins l'auditoire qui nous a regardé aujourd'hui. C'est que nous ne faisons que commencer. Nous voulons en fait que vous puissiez aussi nous donner vos observations, la façon du sujet, etc., de quelque chose que vous aimeriez qu'on discute. Et ça nous ferait du bien, en fait, de vérifier vos suggestions et puis essayer un tout petit peu de les intégrer dans notre travail. Comme vous le voyez, en fait, nous avons tous les professionnels ici, c'est-à-dire nos amis sont des professionnels. Et les sujets, au fait, qui rentrent en ligne de compte, c'est souvent les sujets, au fait, qui touchent la vie professionnelle aussi, quand bien même la question ou la partie personnelle reste importante. Mais nous voulons en fait aussi essayer de discuter des questions qui touchent beaucoup plus des milieux professionnels. Et donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et merci beaucoup de vos questions. Si vous en avez demain ou après-demain, n'hésitez pas en fait de nous contacter. L'idée, c'est de créer en fait une communauté de gens bilingues qui peuvent discuter dans nos deux langues en fait, officielles, l'anglais et le français. Comme ça, nous constituons en fait une sorte de base de données pour les gens qui peuvent prendre des examens, s'améliorer, ou le développement professionnel, etc. Et donc, merci beaucoup, chers collègues. Ici encore Xavier qui est avec nous, Swan est avec nous, Charles est avec nous, et ici Steven. Nous vous disons donc tous merci beaucoup et merci de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine. Salut. Suivez-nous, s'il vous plaît.